Ma copine a pensé que ce serait amusant de me coller une pancarte « Travail pour un repas » dans le dos pendant un barbecue de famille. J'ai pris ça à la rigolade, puis je me suis éclipsé discrètement. Le lendemain matin, elle s'est réveillée en découvrant un camion de déménagement garé devant la maison. Les 6 derniers mois ont été une déconstruction et une reconstruction délibérée de ma vie. J'ai été licencié de mon poste de directeur logistique senior, un poste que j'occupais depuis 15 ans. C'était un travail très bien payé, mais l'entreprise a réduit ses effectifs et mon nom était sur la liste. Plutôt que de replonger dans la course effrénée du monde de l'entreprise, j'ai choisi d'investir en moi. J'ai utilisé une partie de mes indemnités de licenciement pour lancer ma propre société de conseil en logistique, que je gère depuis un bureau aménagé dans la chambre d'amis. Le travail est exténuant, les journées sont interminables, et pour l'instant, mes revenus ne sont qu'une ombre de ce que je gagnais avant. Je savais que le chemin serait difficile, mais je croyais en mon projet. Ma copine depuis 4 ans, Chloé, ne partageait pas mon enthousiasme. Elle s'était habituée au style de vie que mon ancien salaire nous permettait, dîner chic, escapades le week-end, et dépenses sans souci. Ma nouvelle réalité d'entrepreneur n'était pas aussi luxueuse. Son soutien initial s'est transformé en un ressentiment subtil et grandissant, exprimé par des remarques désobligeantes et des blagues à double sens. Elle a commencé à appeler mon entreprise « mon petit passe-temps » et me demandait quand est-ce que je me trouverais un « vrai » travail. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, me convainquant qu'elle était juste anxieuse face à l'incertitude. Je travaillais 16 heures par jour, y mettant tout mon cœur pour que mon projet réussisse, en espérant qu'elle verrait le potentiel si je pouvais lui prouver que ça marchait. Cette année, j'ai organisé notre barbecue familial annuel, une tradition précieuse. Mes parents, mes frères et sœurs, leurs conjoints, et une ribambelle de nièces et neveux ont rempli mon jardin. J'adore recevoir, c'est gratifiant de réunir tout le monde. J'ai passé la matinée à tout préparer, à ranger le jardin et à allumer le barbecue pour les grillades. Chloé se comportait bizarrement toute la matinée, excessivement joyeuse et étrangement excitée. J'aurais dû y voir un signe avant-coureur. La fête a commencé vers 14 heures. J'étais au grill en train de retourner des burgers, de discuter avec mon père, et je me sentais détendu pour la première fois depuis des semaines. J'étais dans mon élément, entouré de mes proches, ou du moins c'est ce que je pensais. Pendant que j'étais concentré sur la nourriture, Chloé s'est faufilée derrière moi et a scotché quelque chose sur mon t-shirt. J'ai supposé que c'était une blague inoffensive, peut-être une pancarte du style « Embrasser le cuistot ». J'ai entendu ses amis glousser, mais j'ai juste souri et continué à cuisiner. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai discuté avec les invités, resservi les boissons et joué avec mes nièces et neveux, ignorant complètement ce que j'avais dans le dos. J'ai remarqué quelques regards étranges et des chuchotements, mais je les ai ignorés, pensant que les gens étaient simplement heureux de me voir. Puis est venu le moment qui m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Mon neveu de 7 ans, Léo, a tiré sur mon short, le visage perplexe. « Tonton Julien, ça veut dire quoi sans emploi ?» a-t-il demandé innocemment. Je me suis figé. Mon frère, qui se tenait à proximité, avait l'air furieux et a arraché la pancarte de mon t-shirt. Il me l'a tendue. C'était un morceau de carton grossier, conçu pour ressembler à ce que pourrait porter un sans-abri. En grosses lettres au marqueur, il était écrit « Travail pour un repas ». Sans emploi et désespéré. Aidez-moi SVP. C'est ma copine qui paie tout. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une blague. C'était une attaque cruelle et délibérée contre ma personne, mon éthique de travail et mes difficultés actuelles, exposées devant toute ma famille. Avant que je puisse réagir, ma sœur s'est approchée, le visage pâle, son téléphone à la main. « Julien, il faut que tu vois ça. » Elle m'a montré la dernière story de Chloé sur les réseaux sociaux. Une photo de moi au grill, la pancarte bien en évidence. La légende disait « Je fais travailler le nouveau. Faut bien qu'il mérite sa pitance. Sans emploi et content cas social. » J'ai regardé de l'autre côté du jardin et j'ai vu Chloé qui riait avec ses amis. Elle a croisé mon regard et m'a fait un clin d'œil complice, comme si nous étions de mèche. À cet instant, les 4 années de notre relation se sont dissoutes, tout l'amour que je pensais ressentir, toutes les excuses que je lui avais trouvées sont parties en fumée. Mais je n'ai pas explosé. Je n'ai pas fait de scène. C'est ce qu'elle voulait. Une explosion dramatique pour me faire passer pour un fou, validant ainsi sa version des faits. Au lieu de ça, j'ai forcé un petit rire,
j'ai regardé les visages inquiets de ma famille et j'ai dit, « Waouh, Chloé a un sens de l'humour décapant, n'est-ce pas ?» Un peu trop cru à mon goût, mais bon. J'ai tapoté l'épaule de mon frère. « Merci de m'avoir prévenu, mec. » J'ai continué à jouer mon rôle d'hôte pendant 1 heure de plus, jouant à la balle avec mes neveux, discutant des fleurs de ma mère, agissant comme l'hôte parfait. Chloé semblait presque agacée par mon calme. À l'intérieur, cependant, un plan prenait forme. Un plan final, calme et résolu. Vers 18 h, j'ai dit à ma sœur que j'avais une migraine carabinée et que j'avais besoin de me reposer. J'ai encouragé tout le monde à rester, à profiter de la nourriture et de la piscine. Puis, je me suis éclipsé à l'intérieur, j'ai attrapé mes clés et mon portefeuille, je suis sorti par la porte de service et je suis parti avec ma voiture. Je ne suis pas allé loin, juste dans un petit hôtel tranquille à 20 minutes de là. Depuis le calme stérile de cette chambre, j'ai passé un seul appel, à une société de déménagement spécialisée dans les interventions urgentes. J'ai expliqué brièvement que j'avais besoin d'une équipe pour emballer les affaires d'une personne dans une maison de 3 pièces. Je leur ai dit d'être là à 8 h du matin précise. Chloé pensait que je boudais dans la chambre d'amis, que nous allions nous disputer, et que les choses reviendraient à son statu quo préféré, fait de pics subtils et de mon endurance silencieuse. Elle n'avait aucune idée que je n'étais même plus à la maison. Elle pensait m'avoir humilié. Elle était sur le point de découvrir ce qu'était la véritable humiliation. Quand elle se réveillerait, toute sa vie avec moi serait chargée dans un camion de déménagement. Mise à jour 1. Le lendemain matin, à 7 h 45, j'étais assis dans ma voiture au bout de la rue de ma maison, en sirotant un café de station-service. À l'heure pile, le camion de déménagement est arrivé. J'ai rencontré le chef d'équipe, un type costaud nommé Michel, et je les ai fait entrer dans la maison silencieuse avec ma clé. Chloé dormait encore dans la chambre principale, complètement inconsciente. J'ai donné à Michel une liste détaillée de ce qu'il fallait emballer, tous les vêtements et chaussures pour femmes du dressing principal, tous les articles de toilette de la salle de bain principale, tout ce qui se trouvait dans la chambre d'amis qu'elle avait transformé en bureau, et plusieurs cartons étiquetés, Chloé, dans le garage. J'ai été méticuleux. Je ne voulais aucune réclamation pour vol ou dommage. L'équipe a travaillé calmement et efficacement, en commençant par la chambre d'amis. Environ 20 minutes plus tard, le bruit de leur travail, les voix basses, le froissement des matériaux d'emballage, ont réveillé Chloé. Elle est sortie de la chambre en titubant, vêtue d'un de mes vieux t-shirts, les cheveux en désordre, le visage endormi. Elle a vu 2 déménageurs en train d'emballer son écran d'ordinateur et s'est figée, son expression passant de la confusion à la panique. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle exigé, la voix montant. « Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai bu une gorgée de mon café, le visage impassible. « Ce sont des déménageurs, Chloé, ai-je dit d'un ton neutre. Je les ai engagés. »« Tu déménages. »« Je déménage » a-t-elle hurlé. « Tu es devenu fou ? C'est à cause de cette blague stupide d'hier ? » Ce n'était pas une blague, ai-je dit, mon ton bas et ferme. C'était une déclaration publique de ce que tu penses de moi. Et je l'accepte. On n'humilie pas les gens avec qui on vit, sa famille, pour s'amuser. C'est quelque chose que tu fais à un étranger ou à un colocataire que tu méprises. Alors, ce colocataire te demande de partir. Je lui ai montré une capture d'écran de sa publication sur les réseaux sociaux, la photo de moi avec la pancarte, la légende cruelle, les émojis rieurs de ses amis. On ne se remet pas de ça, Chloé, lui ai-je dit. Elle s'est mise à pleurer, mais ce n'était pas du regret. C'était le cri de quelqu'un qui perd sa situation confortable. Tu ne peux pas faire ça. La moitié des affaires sont à moi. On a construit cette vie ensemble. Soyons clairs, ai-je dit en m'approchant. Tu n'as rien construit du tout. Je suis propriétaire de cette maison et de tout ce qu'elle contient depuis 2 ans avant notre rencontre. Tu n'as pas payé un centime pour le crédit immobilier ou les factures en 4 ans. Tu peux prendre tout ce que tu as acheté avec ton propre argent. Les déménageurs ont une liste. Ils livreront tes affaires à n'importe quelle adresse que tu leur donneras dans un rayon de 80 km. Je te suggère de commencer à téléphoner. Son monde s'effondrait visiblement. Elle balbutiait, cherchant des arguments. Ma voiture, les meubles, la télé. Ma voiture, mes meubles, ma télé, les jeux corrigés calmement. Je suis allé à la banque ce matin. Ton nom a été retiré du compte commun.
La carte bancaire secondaire que tu utilisais est annulée. L'arrangement financier dont tu te moquais hier est terminé. Elle s'est effondrée sur la coudoir du canapé, sanglotant dans ses mains, laissant échapper un son à mi-chemin entre un cri et un sanglot. Je n'ai rien ressenti. Ni pitié, ni triomphe, juste une froide détermination. Je lui avais donné toutes les chances de faire preuve d'un respect élémentaire, et elle avait répondu en essayant de faire de moi un objet de moquerie devant mes proches. Les déménageurs ont continué, ignorant le drame. Il leur a fallu environ 2 heures pour tout charger. Chloé passait des appels frénétiques depuis la terrasse, d'abord à ses amis, qui ne semblaient pas pressés de lui offrir une chambre d'amis, puis à contre-cœur à ses parents. Quand le camion a été chargé, Michel s'est approché avec un presse-papier. On a une adresse, monsieur. Une maison dans la banlieue nord. La maison de ses parents, bien sûr. Je me suis dirigé vers Chloé, qui était assise sur les marches du perron, la tête dans les mains. Le camion est prêt, ai-je dit en lui tendant une petite boîte avec ses articles de toilette et son chargeur. Ça devrait être tout. Elle a levé les yeux, rouge et gonflée. Tu le fais vraiment? Jeter 4 ans de notre vie pour une seule blague stupide? C'est toi qui les as jetés, Chloé, ai-je répondu. Tu ne t'en es juste pas rendu compte jusqu'à maintenant. J'ai regardé le camion de déménagement s'éloigner, emportant les vestiges d'une vie dont je ne voulais plus. Chloé est restée sur le trottoir, l'air petite et défaite, attendant que ses parents fassent 40 minutes de route pour venir la chercher. Je suis rentré, j'ai fermé la porte, et pour la première fois depuis des années, ma maison m'a semblé être vraiment la mienne. Mise à jour finale. 3 mois ont passé depuis le barbecue. La première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Pendant des années, ma maison était remplie du bruit de Chloé, sa musique, ses appels constants, les émissions de télé qui ne m'intéressaient pas. Maintenant, il n'y a que le doux bourdonnement du frigo et mes propres pensées. C'est un calme étrange et magnifique. Ma famille m'a contacté immédiatement. Ma mère craignait que j'aie agi de manière impulsive. Mon père était silencieusement furieux pour moi. Je les ai réunis et je leur ai expliqué non seulement la blague, mais aussi l'érosion du respect qui durait depuis 1 an. Je leur ai montré la publication sur les réseaux sociaux, la légende sur le cas social. L'inquiétude de ma mère s'est transformée en fureur. Ils n'ont pas vu mes actions comme une vengeance, mais comme de la légitime défense. La tentative de campagne de dénigrement de Chloé a fait un flop. Elle et ses amis ont posté des diatribes vagues sur les hommes toxiques et les ex-cinglés. Mais ça n'a pas pris. Trop de gens, toute ma famille, avaient vu la blague de leurs propres yeux. L'histoire qui s'est répandue parlait d'une femme qui avait publiquement humilié son partenaire et qui a été abasourdie quand il a fini par se défendre. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée de son avocat exigeant la moitié de la valeur des meubles, des dommages et intérêts pour préjudice moral, et que je continue de payer pour sa voiture, qui était à mon nom. Mon avocat a répondu avec un dossier contenant le titre de propriété de la maison datant d'avant notre relation, des relevés bancaires prouvant que j'avais payé les meubles, un historique des 10 000 € qu'elle avait dépensés avec ma carte de crédit pour des choses non essentielles, et une copie de sa publication sur les réseaux sociaux. Nous avons précisé que nous la verrions au tribunal avec une contre-plainte pour la dette et pour diffamation. Son avocat n'a jamais donné suite. Le plus gros coup dur pour elle a été financier. Sans mes revenus, son style de vie s'est effondré. Elle ne pouvait pas se permettre sa voiture, alors je lui ai offert un choix, la racheter à son nom ou je la vendrai. Aucune banque n'a voulu lui prêter d'argent, alors j'ai vendu la voiture, remboursé le prêt et je lui ai envoyé un chèque pour la différence de 1 000 €. Elle est toujours chez ses parents, travaillant dans un service client de 9 h à 17 h. Ses aspirations d'influenceuse se sont envolées. Ses amis, qui avaient ri de sa blague, ont cessé de venir la voir quand elle n'a plus eu les moyens de s'offrir des soirées somptueuses. L'humiliation, semble-t-il, n'est pas si drôle quand c'est la sienne. Mais la vraie victoire, c'est la mienne. Ce licenciement, qui m'avait semblé être une défaite, est devenu mon salut. Libéré du stress et du fardeau financier que représentait Chloé, je me suis concentré sur mon entreprise. Il y a 2 mois, j'ai signé mon premier gros client, une société de transport régional qui avait besoin d'une refonte de sa logistique. C'était un contrat énorme, au-delà de mes espérances. Le mois dernier, j'en ai décroché un autre. Mon petit passe-temps est maintenant une entreprise florissante. J'ai embauché mon premier employé. Je travaille dur, mais c'est pour moi. Le succès, le respect,
c'est à moi. Le week-end dernier, j'ai organisé un petit barbecue pour célébrer les nouveaux contrats. Juste mes parents, mes frères et sœurs et des amis proches. L'ambiance était chaleureuse et joyeuse. Personne ne s'est moqué de moi. Alors que j'étais au grill avec un simple t-shirt, mon père est venu, m'a regardé un instant et a posé une main sur mon épaule. « Julien, a-t-il dit, ça fait des années que je ne t'ai pas vu aussi heureux. Ça fait du bien de te retrouver. » Il avait raison. J'étais perdu dans une relation qui m'effaçait lentement. La blague cruelle de Chloé ne m'a pas brisé. Elle m'a réveillé. Elle pensait m'étiqueter comme quelqu'un sans valeur. Au lieu de cela, elle m'a donné l'impulsion nécessaire pour aller de l'avant. Et pour ça, d'une manière étrange, je lui en suis reconnaissant.